Ceci dit, les échanges du soir entre les pères et les enfants sont plutôt courts. Quand la vaisselle est faite et la cour balayée, les bouches et les yeux commencent à se fermer. C'est le moment où le couple Nafara peut échanger quelques paroles sans témoin et sans trop de retenue. C'est que l'homme a peut-être déjà rencontré la femme dans la journée, par exemple au marché, ou seulement dans la semaine, ou aux funérailles. Mais ils ne se sont même pas salués dans ces occasions diurnes. C'est interdit. Oh, ma femme, je ne la connais pas officiellement. C'est extrême discrétion entre l'homme et la femme, et surtout une impossibilité de parler véritablement. Vous ne verrez jamais un couple Nafara ancien bavarder au marché ou sur le chemin devant tout le monde. Alors maintenant, dans la soirée, ils peuvent s'attarder pour commenter à voix étouffée souvent les nouvelles de leur village ou de leur voisinage qui sont souvent, n'oublions pas, souvent éloignées. Ces nouvelles n'étant pas les mêmes, à chacun de décider de dire ou taire ce qui peut le rapprocher de son ou de sa partenaire. Chacun choisit évidemment ses thèmes. Maintenant, ces apartés discrets, souvent dominés évidemment comme ailleurs par les problèmes d'argent, de vivre, de santé, partage des frais entre l'homme et les parents de la femme, ces échanges sont généralement brefs. Ils sont à la merci autant de l'étiquette Nafara de la distance que de la censure diffuse, je dirais, du village. Des oreilles féminines dans le village. Il faut avoir été souvent dans les villages Nafara le soir pour constater le caractère un peu étrange de l'espace auditif du village à cette heure-là. Bientôt, l'homme et la femme se lèvent. La porte de la maison ronde ou ovale se ferme. Le village plonge dans l'intimité des corps et du sommeil. On n'entend plus que l'éventuel bruissement des pas d'un voleur de femmes, comme on dit, ou les coups de pilon des pileuses de minuit. C'est également une expression du pays. Parfois, on voit un homme ou une femme se laver dans la nuit. Pourquoi? Et dans la conception Nafara, tout coït émet du fond rot un flux de souillure sexuelle qu'il faut enlever après chaque rapport ou au petit matin, sans quoi il risque d'échauffer non seulement le corps de la femme, mais aussi toute sa matrilignée, où les enfants puis les adultes enfiévrés meurent en série. C'est l'idée. Point significatif, le visiteur de la femme n'est pas affecté par cette souillure qu'il déclenche, l'homme, le nabon, l'étranger. Il ne peut l'être que par la souillure des femmes de sa propre matrilignée. De fil en aiguille, il se dégage toute une conception de la fermeture du groupe de parenté, du groupe de filiation Nafara. Une puissance appelée Sandho veille sur la sexualité des femmes de la matrilignée Nafara. C'est elle qui protège le groupe de la souillure émise par les rapports sexuels de ses membres féminins.
En début de liaison, tout homme doit sacrifier 4 poussins au sando de la famille de son ami, sans quoi elle n'acceptera en aucune manière de coucher avec lui. Le kekurugu étant un lien extrêmement labile, on pourra y revenir, la femme Nafara change assez souvent de partenaire. Elle renvoie son amant s'il ne présente pas ses poussins au sando de sa matrilignée. C'est souvent un motif de séparation ou de refus des hommes qui cherchent à nouer de nouvelles relations. Maintenant, retournons au village de la femme, au premier chant du coq, ou plutôt au cri strident des pintades perchées sur les toits. Les portes s'ouvrent et le foyer est vite rallumé. La femme sert à l'homme une bouillie de mil ou les reliefs de son repas de la veille. C'est souvent le cas. Puis le village semble expulser tout autour ses hôtes masculins. Je dis expulser parce que j'ai filmé cela et c'est également assez fascinant. Ces hommes qui sortent pratiquement à la même heure dans toutes les directions du village. Les plus jeunes ont déjà profité du pénombre de l'aurore ou de l'aube pour se glisser au dehors. Leurs aînés et les vieux les suivent d'une manière en quelque sorte centrifuge en sortant tout autour du village. Tout comme leur arrivée, le départ des hommes est silencieux et individuel. Ils ne se rejoignent que sur le grand chemin où ils se lancent la salutation du matin. À présent, ils sont pressés beaucoup plus que la veille, et pourtant, ils sont prêts à faire des détours pour éviter les rencontres gênantes avec les parents de leurs femmes au grand jour. C'est-à-dire que c'est à cette heure-là que les hommes se croisent, les hommes des différents villages. Et il faut qu'il évite également, surtout les vieux de la famille de sa femme. Les aînés s'attardent parfois en brousse pour relever les pièges de perdrix ou pour bavarder avec leurs amis. Mais ils sont déjà éloignés du hameau de leur nuit, vers lequel convergent cette fois les vélos des oncles, des frères et des neveux utérins de leurs partenaires féminines. Entre 6h et 8h du matin, le village Nafara aura congédié tous ses hôtes masculins et retrouvé la plupart de ses habitants, de ses propres habitants masculins. Quand ces derniers arrivent, leurs mères, sœurs et nièces balayent déjà la cour et attisent à nouveau les braises du matin, du foyer, pour préparer cette fois le plat des écoliers, qui s'en iront bientôt, souvent dans le village voisin, à l'école. C'est le moment des salutations du matin. Les questions adressées aux arrivants, typiques, sont allusives et impersonnelles, du genre et ceux du chemin, et ceux de la place de la nuit, comment ils vont, sous-entendu, et la cuisinière, le maximum de précision qu'on peut obtenir. C'est-à-dire, ces propos évitent toute référence directe aux femmes qui ont accueilli les hommes pendant la nuit. Alors, je suis parti de tout cela pour essayer de dégager la portée théorique du kekurugu en anthropologie de l'alliance et de la parenté. Je résume. Le kekurugu est donc un très labile lien
à dominante alimentaire et sexuelle entre un homme qui n'est censé ni entretenir sa femme, ni assumer le rôle de père social, et d'autre part, une femme prise entre son devoir de nourrir quotidiennement son partenaire, c'est elle qui en est responsable, et par ailleurs de protéger sa propre famille de la souillure mortifère dégagée par les rapports sexuels. C'est ce qu'on a vu jusqu'ici. On sait qu'à la différence des régimes patrilinéaires, les groupes d'unifiliation matrilinéaire ont besoin à la fois de conserver à la fois leurs membres masculins qui exercent l'autorité et leurs membres féminins qui perpétuent le groupe en mettant au monde des enfants. C'est une espèce d'axiome de base dans cette matière. C'est pourquoi ces groupes ne peuvent pas subsister sans limiter à la fois l'intensité du lien conjugal, qui ne doit pas se renforcer au détriment du lien frère-sœur, et du lien père-fils, qui ne doit pas l'emporter sur la relation avec l'oncle maternel. Limiter ces relations. La séparation spatiale de l'homme et de la femme, d'une part, du père et du fils, d'autre part, est la solution la plus logique et la plus radicale de ce problème. Ce qui est le cas des Nafara, à condition, bien sûr, que les groupes échangistes soient géographiquement proches. Et ça aussi, c'est le cas des Nafara qui habitent, comme je l'ai dit, une zone dense de tout petits villages, peu distants et composés de multiples fragments de matrilignés. Il est donc normal de rencontrer dans ce type de société ce genre de solution. Les groupes consanguins des Nafara ne s'ouvrent, pour ainsi dire, que le soir pour laisser partir et pour accueillir les géniteurs et se referment le lendemain matin. Ainsi, le Kekurugu que les Nafara distinguent explicitement du mariage est la concession minimale à la loi de l'exogamie. Et pour finir, nous pouvons aller un peu plus loin. Tout comme le mot Tizézé des Na de Chine, ou le mot Sambadam des Nayars de l'Inde, qui est étudié par Kathleen Gouff, une des plus célèbres sociétés à visite. Il n'y en a pas beaucoup, ce sont rarissimes ces sociétés. Le terme Kekurugu est un euphémisme qui évoque le déplacement de l'homme au lieu de résidence de la femme. Les deux autres termes, Na et Nayar, c'est la même chose. Sambadam et Tizézé également se réfèrent au mouvement. Le mot Kekurugu signifie littéralement, je l'ai dit, ou je ne l'ai pas dit peut-être, ça signifie littéralement derrière Kaikurugu, derrière le village. Lorsqu'en fin d'après-midi, les hommes veulent bien dire où ils vont, ils prononcent ce genre de phrases évasives teintées de gêne et d'humour, comme par exemple « Je vais au dehors ». Vous dites « Je lui dis où tu vas ?»« Je vais au dehors ». Je me suis amusé souvent à déclencher ce genre de réponse. « Où tu vas ?»« Je vais au dehors ». « Je m'en vais à la chasse ». Je vais au marché de la nourriture, ça c'est déjà plus précis. Je vais dans des villages, etc. La discrétion extrême qui entoure ici le système de visite suggère que la séparation physique des partenaires est à concevoir comme une distance sociale. Dans tout ce que j'ai raconté, il ressort que c'est pour ça que j'ai raconté comme ça. Partout on rencontre discrétion, silence, pas trop de bruit, séparation, mutisme, etc. Quoi qu'il en soit, les Nafara affirment volontiers qu'ils ne se marient pas et ils distinguent clairement le Kekurugu du mariage pratiqué par leurs voisins Senufo aussi, et par une mince couche de privilégiés Nafara, comme je l'ai dit tout à l'heure.
La femme mariée, disent-ils, est une femme donnée à la maisonnée utérine de son mari, à laquelle elle est définitivement acquise. Une femme mariée chez les Nafara ne peut pas rentrer dans son village d'origine. Elle y prend un nouveau nom et elle ne peut ni divorcer ni donc retourner dans son village d'origine. Ses descendants résident de droit dans le village de leur mari, où ils sont placés sous l'autorité du doyen de leur petite lignée, enclavée dans celle de leur mari. Dans mon village, Tegeka, il y a plusieurs petits segments de lignée comme ça, issus de mariages pas très anciens. Alors rien de tel sous le régime du Kekurugu. Si je me suis beaucoup intéressé à cette institution, c'est qu'elle conduit à récuser, c'est clair, l'idée de l'universalité du don et de l'échange des femmes, autrement dit le postulat de base de la théorie anthropologique de l'alliance. La monographie que je vais peut-être intituler improprement d'ailleurs Le mari visiteur, et mon étude comparative sur les sociétés à visite que j'ai déjà commencé pour la revue L'Homme, tout cela est en cours et ce thème m'intéresse, continue à m'intéresser et je le trouve intéressant et même passionnant à le décrire.